Ce soir, en enquête, on vous parle des dissidents saoudiens qui vivent dans la peur, même ici au Canada. J'ai reçu beaucoup de messages, de menaces, d'insultes. Plus de 100 messages par jour. J'ai reçu un appel de quelqu'un qui me disait « On va te tuer ». Ils refusent de se taire, malgré les menaces, et même après le meurtre horrible du journaliste Jamal Khashoggi qui a scandalisé le monde entier. Le gouvernement veut faire taire tout le monde, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Quelqu'un doit dire non. Ça doit cesser. Un drame qui survient alors que les relations entre le Canada et l'Arabie saoudite n'étaient pas très bonnes. Ça a été absolument inacceptable, puis on exige encore de meilleures réponses de l'Arabie saoudite. Ce soir, on vous fait découvrir à quel point plusieurs d'entre eux sont en danger. Ils m'ont dit « Ta vie ne nous coûtera qu'une balle dans la tête ». Bienvenue à Enquête. Toute forme de dissidence, toute forme de critique envers le régime est étouffée. L'Arabie saoudite se fait critiquer depuis des années à travers le monde pour son traitement des militants des droits de la personne, emprisonnés et torturés. Aujourd'hui, son emprise déborde du royaume. Le gouvernement veut faire taire tout le monde, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Ils utilisent la peur pour imposer le silence. Je reçois des menaces chaque jour, même des menaces de mort sur Twitter, YouTube, Snapchat. Même exilés, les Saoudiens critiques du régime demeurent des cibles et ils sont de plus en plus nombreux au Canada. Après l'assassinat de Jamal Khashoggi, je me suis dit « Ça suffit le silence ». Je suis prêt à parler pour raconter aux gens ce qui se passe vraiment en Arabie saoudite. C'est comme le royaume du silence là-bas. Installé dans la région de Toronto, ça fait des années que Raja Al-Idrissi reçoit des insultes et des menaces de toutes sortes. Ce sont des gens comme toi qui incitent les jeunes hommes et femmes à désobéir leur roi. La peine pour traîtrise du pays est grande. Raja Al-Idrissi n'est qu'une chienne errante au Canada. J'ai reçu un appel de quelqu'un qui me disait « On va te tuer ». Ta vie ne nous coûtera qu'une balle dans la tête. Arrivée comme réfugiée au Canada il y a près de 20 ans, elle se décrit comme une dissidente saoudienne qui n'hésite pas à s'opposer aux décisions du gouvernement du pays qu'elle a fui. Je me suis toujours exprimée, mais en me tenant loin des projecteurs. La plupart des menaces arrivent par les réseaux sociaux. Tu te crois protégé au Canada, mais un jour, tu viendras au Moyen-Orient et on t'attrapera. Et c'est ce qui arriva en 2017. Mohammed Ben Salman, MBS, est alors le nouveau prince héritier d'Arabie saoudite. Il gagne de plus en plus d'emprise sur la gouverne du pays. Il se présente comme un réformateur. Malgré tout, les dissidents comme Raja continuent d'être des cibles. Alors qu'elle se rend en Égypte pour rejoindre son père mourant, les menaces virtuelles prennent une nouvelle forme, bien réelle. 2 hommes marchaient à mes côtés. Ils m'ont dit que si je parlais du gouvernement saoudien, ils sauraient quoi faire avec moi. Raja dit en reconnaître un. Ils seraient des services de renseignement saoudiens. Ils m'ont dit, maintenant que tu es arrivé en Égypte, on peut faire ce qu'on veut avant que tu retournes au Canada. Garde le silence et ne dis rien contre le gouvernement. Plusieurs mois s'écoulent après cet incident. Puis, au mois d'août 2018, une querelle diplomatique éclate entre le Canada et l'Arabie saoudite. Dans un message Twitter, le Canada exhorte les autorités saoudiennes à libérer de prison des militants des droits des femmes. And then for a tweet like this to come out in this manner, from our perspective, is outrageous. L'Arabie saoudite n'accepte pas de se faire la leçon par le Canada. Riyad exige le départ de l'ambassadeur canadien et annonce le retrait de ses étudiants au Canada.
Sur Twitter, Raja encourage les étudiants à rester ici. J'essayais de leur expliquer les possibilités d'émigrer ici. Sa sortie ne passe pas inaperçue en Arabie saoudite. Elle dit avoir rapidement reçu un appel de sa famille. Un de mes frères a été arrêté et détenu pendant presque un jour, et il pense que c'est de ma faute. Pour le démembrement, appuyez sur le 1. Pour la disparition et la torture, appuyez sur le 2. Si Raja préfère le style dissidente plutôt discrète, ce n'est pas le cas de Ghanem Al-Massarir, qui utilise un humour cinglant et provocateur pour faire passer son message. Les membres de la famille royale croient qu'ils sont au-dessus de toute critique et que personne n'oserait rire d'eux. Il a quitté l'Arabie saoudite en 2003 et vit maintenant à Londres. Ses vidéos ridiculisant la famille royale lui amènent son lot de menaces. Un ami du Canada m'a visité. On est allé prendre un café. Cet ami, c'est Alan Bender, un homme d'affaires torontois spécialisé dans les négociations avec des entreprises en Amérique du Nord notamment, qui œuvrent au Moyen-Orient. En août dernier, il était à Londres avec Ghanem quand 2 Saoudiens s'en sont pris à lui. On marchait depuis quelques minutes et c'est là qu'ils se sont mis à crier après lui. Ils m'ont attaqué verbalement, puis physiquement, disant « Pour qui te prends-tu pour parler de la famille royale saoudienne ?» Ils ont essayé de l'attaquer plusieurs fois. Je me suis interposé, mais il y en a un qui a réussi à frapper Ghanem. Ghanem est convaincu que cette attaque était orchestrée par les autorités saoudiennes. C'est un message à tous les dissidents. On peut vous atteindre n'importe où, même en Angleterre. La police ouvre une enquête sur l'incident. Aucune arrestation n'a encore eu lieu. Le gouvernement a envoyé 2 représentants accompagnés d'un de mes frères. Ils les ont dépêchés à Montréal pour me rencontrer. Plus près de nous, au Québec, un autre dissident, Omar Abdulaziz, n'est pas à l'abri des tentacules du régime saoudien qui le suit sur les réseaux sociaux. Il s'est confié à nos collègues de CBC. Ils essayaient de me convaincre de retourner là-bas. Ils disaient « On veut changer le système, faire des choses pour les jeunes. » Je leur ai dit « Non, merci. » Il raconte qu'après son refus, 2 de ses frères et ses amis là-bas sont arrêtés. Je n'aurais jamais pensé qu'ils viseraient des proches ou des amis, des gens qui n'ont rien à voir avec la politique. L'étau autour d'Omar continue de se resserrer. Il apprend que son téléphone est infecté par un logiciel qui permet d'espionner ses communications avec n'importe qui, même à partir de l'Arabie saoudite. Je suis convaincu que le gouvernement saoudien est derrière ça. Ce qui m'attriste, c'est que je ne sais pas combien de personnes ont été mises en danger. Une de ces personnes, Jamal Khashoggi. Avec Omar, ils échangeaient sur divers projets, dont celui de fournir des cartes téléphoniques à des collaborateurs qui pourraient ensuite s'en servir sur les réseaux sociaux sans être retracés par les autorités saoudiennes. Leur but, contre-attaquer face à ce que certains appellent les mouches, ces comptes pro-régime qui, chaque jour, inondent les dissidents d'insultes sur Twitter, par exemple. En décembre dernier, il avait partagé avec CNN certains de ses messages avec Jamal Khashoggi, comme celui-ci, dans lequel le journaliste décrit le prince héritier comme une bête à la recherche de victimes, des messages qui auraient pu être captés en Arabie saoudite. Le piratage de mon téléphone a joué un rôle important dans ce qui est arrivé à Jamal. J'en suis désolé. Ghanem Al-Massarir a lui aussi été visé par une tentative d'infection par un logiciel espion dans un texto. La même chose est arrivée à un autre dissident bien connu à Londres. Je ne voyais pas de risque, car ça venait du ministère de la Justice. Alors je l'ai ouvert. Yahya Assiri a quitté l'Arabie saoudite en 2013. Il a depuis fondé une organisation de défense des droits de la personne. Il multiplie les contacts pour sensibiliser d'autres gouvernements aux problèmes qu'il dénonce en Arabie saoudite.
Quand je publie ces photos, plusieurs personnes disent de moi que je suis un traître, qu'il faut être sans pitié pour les traîtres, qu'il faut les tuer. Assassinat, espionnage de téléphone, emprisonnement des proches, insultes et menaces de mort, tout de même, pour eux, la lutte doit se poursuivre. Quelqu'un doit dire non. Ça doit cesser. Les réformes doivent commencer par la libération des prisonniers d'opinion et par la liberté d'expression. Michel Forst est rapporteur spécial de l'ONU. Il est régulièrement en contact avec des défenseurs des droits de la personne. Même si plusieurs dissidents demeurent déterminés, il remarque que pour d'autres militants, la peur s'est installée depuis le meurtre de Jamal Khashoggi. J'ai rencontré plusieurs militants qui, après cette affaire, m'ont dit avoir plus peur que par le passé, se retournant dans la rue pour regarder s'ils sont suivis, n'hésitant pas à voyager sous des identités parfois un peu différentes pour éviter d'être suivis par des agents du pays. C'est plus compliqué maintenant d'obtenir de l'information de l'intérieur. Les gens ont peur de se faire espionner par le gouvernement. Avec toutes ces arrestations et la répression contre les militants des droits de la personne, notre mission est vraiment plus difficile. Après la pause, des Saoudiens qui sont forcés de s'espionner entre eux. En 2017, l'Arabie saoudite et son prince héritier projettent une nouvelle image, plus moderne et ouverte sur le monde. Les prix du pétrole sont à la baisse. Or, le royaume veut transformer son économie. Les femmes auront le droit de conduire et des cinémas ouvriront. On sent que l'Arabie saoudite a envie de montrer qu'elle progresse, que le nouveau leader du pays est un leader progressiste. L'Arabie saoudite voulait être un pays modéré, normal. Dennis Horak a été ambassadeur du Canada en Arabie saoudite de 2015 à 2018, persona non grata là-bas depuis le fameux tweet canadien du mois d'août dernier. Le programme de réforme Vision 2030 du prince héritier couvrait plusieurs champs d'activité. Réforme du système d'éducation, diversification de l'économie, des ouvertures dans le secteur du divertissement. Mais tout ça n'avait rien à voir avec une ouverture politique. Pour être plus direct, ça voulait dire taisez-vous et allez au cinéma. C'est bien ce qu'aurait fait cet homme qui n'avait rien d'un dissident. Il menait une vie tranquille en Arabie saoudite. Mais même pour quelqu'un comme lui, une simple erreur peut coûter cher. Afin de protéger ses amis et ses proches toujours là-bas, nous l'appellerons Saïd. Nous avons aussi modifié quelques détails de son récit afin d'éviter qu'il ne soit reconnu. Les services de renseignement m'ont approché. Ils m'ont dit « On sait ce que tu as dit et où tu l'as dit. » Saïd est un Saoudien de la minorité chiite. Je suis une personne parmi des milliers qui parlaient. Mon erreur, ça a été de parler au mauvais endroit. Selon lui, ses ennuis ont commencé quand il a critiqué le régime en discutant avec des collègues sur son lieu de travail. L'un d'eux a rapporté les propos de Saïd aux autorités. Je pensais qu'après tout notre temps passé comme collègue, il aurait pu se taire ou au moins me pardonner. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Saïd dénonçait la répression du gouvernement contre la communauté chiite, mais aussi l'intervention de l'armée dans le pays voisin. Ce qui se passe au Yémen est un désastre. L'Arabie saoudite est critiquée de toutes parts pour son rôle dans la guerre au Yémen, une des pires crises humanitaires actuelles dans le monde. J'ai perdu mon emploi et je savais que c'était parce que j'avais parlé. Peu de temps après, un agent des renseignements le contacte. Il veut lui passer un message. Il m'a dit « Tu sais ce qu'on fait avec les traîtres partout dans le monde ?» Je savais qu'il voulait dire que je risquais de me faire tuer. Ensuite, il a dit « Tu dois collaborer avec nous pour qu'on puisse te pardonner. » Il voulait que j'espionne des gens. Depuis que Mohammed Ben Salman est arrivé au pouvoir et qu'il a promis des réformes, une modernisation de l'État, en fait, ce qu'on voit, nous, chez Amnesty International, c'est plutôt une recrudescence de l'étouffement de la dissidence.
Même des leaders religieux critiques du régime peuvent être arrêtés. Mais l'an dernier, c'est l'emprisonnement de plusieurs militantes des droits de la personne qui fait surtout la manchette. Du nombre, Loujain Al-Hatloul, diplômée de l'Université de la Colombie-Britannique. Samar was the first woman to sue her guardian. Et Samar Badawi, celle dont parlait le Canada dans son fameux tweet à l'Arabie saoudite. On n'a pas de nouvelles précises sur leur état. Évidemment, on est très inquiet parce qu'on sait qu'il y a eu des allégations de mauvais traitement dans la prison saoudienne. This is not about rights. This is about national security. Dennis Horak connaissait plusieurs des femmes arrêtées. Il a du mal à comprendre ce qu'on leur reproche en matière de sécurité nationale. C'est difficile à croire, d'après ce que je connais de ces femmes. Leurs objectifs visaient plutôt des changements en Arabie saoudite, comme ceux déjà amorcés en matière de droits des femmes. Des changements aussi aux lois sur la tutelle qui confèrent aux hommes une emprise dans divers domaines sur les femmes en Arabie saoudite. Depuis 2014, il y a une loi très, très vaste, une loi antiterroriste qui a été mise en place. Donc, on considère comme terroriste à peu près quiconque, toute forme de dissidence et quiconque ose s'opposer à l'État. Une des premières victimes de cette loi est l'avocat Walid Abou Al-Kahir, l'ex-époux de Samar Badawi. C'est aussi lui qui a représenté l'un des plus célèbres prisonniers d'opinion, le frère de Samar, Raif Badawi, incarcéré depuis 2012. Raif, il appelle une fois, 2 fois par semaine, ça dépend de son moral. Ansaf Haïdar, la femme de Raif, vit à Sherbrooke avec leurs 3 enfants depuis 2013. Raif, il écrit pour les droits de l'homme, pour les droits des femmes, pour les partis conscience. Pour ses écrits, Raif a été condamné à 1000 coups de fouet, 10 ans de prison, en plus de 10 ans sans sortir de l'Arabie saoudite. Comme bien d'autres, Ansaf avait vu plusieurs signes encourageants récemment. Depuis 2017, on a beaucoup de changements en Arabie saoudite. C'est comme les femmes, maintenant, elles ont le droit pour conduire. Il a le cinéma en Arabie saoudite. Les polices religieuses, maintenant, ils n'ont pas les pouvoirs comme avant. Mais il y a quelques histoires, ça arrive, c'est comme les problèmes avec le Canada, comme les morts. Les journalistes Jamal Khashoggi. Ça, on ne sait pas encore qu'est-ce que ça arrive après ça. Malgré ses inquiétudes, elle garde espoir de voir son mari libéré. Elle est encouragée notamment par une récente rencontre avec le premier ministre Trudeau à Sherbrooke. Il m'a donné les promesses pour le plus rapidement, il va faire quelque chose. C'est le cas le plus fameux. Et le fait d'arrêter une personne un peu emblématique, c'est aussi un moyen de dire aux autres, nous nous attaquons à celui-ci, donc si vous continuez vos activités, eh bien vous en payerez le prix. Les cas célèbres font la manchette. D'autres Saoudiens pris dans les griffes du régime, cependant, vivent leur drame dans l'anonymat le plus complet. Ils ne m'ont pas tué parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un de mon village pour collaborer avec eux. Et à cause de moi, ils demandaient maintenant à ma femme de collaborer aussi. Lui et sa femme devaient espionner des membres de leur communauté. Je savais que si j'espionnais ces gens, je les mettrais en danger. Ils se feraient arrêter ou torturer, ou même tuer. Ma femme et moi, on avait un choix difficile à faire. Soit de rester et de collaborer, ou bien de s'enfuir. On a décidé de s'enfuir. C'était une décision déchirante. Mais ça aurait été plus difficile de rester, parce qu'on aurait eu l'impression d'avoir du sang sur les mains en collaborant avec ce gouvernement. Saïd et sa famille partent de l'Arabie saoudite. Ils n'auraient jamais pensé un jour quitter son pays. Non, pas même une seconde. Je n'étais pas d'accord avec tout dans mon pays. Mais c'est mon pays. Tu veux rester avec tes amis, avec tes proches, dans ta communauté. Quand je voyais des gens s'enfuir, je ne pouvais pas imaginer ce qu'ils ressentaient. Mais maintenant, je suis à leur place. Au retour, le Canada est de plus en plus convoité par ceux qui fuient l'Arabie saoudite. Je m'appelle Salwa, j'ai 24 ans. J'ai quitté l'Arabie saoudite parce que les lois ne protègent pas les femmes.
En avril dernier, Salwa Al-Zahrani prend la fuite avec sa jeune sœur en pleine nuit à l'insu de ses parents. On veut laisser paraître que les femmes mènent une bonne vie, qu'elles ont des droits pour conduire ou pour travailler. Dans les faits, ce n'est pas le cas, sauf pour quelques exceptions. Pour s'échapper, elle doit voler son propre passeport qui se trouve chez son frère, puis réserver des billets d'avion en cachette. Une erreur aurait pu me coûter la vie. Fuir sa famille sans que personne ne s'en doute, c'est aussi ce qu'a réussi à faire Rahaf Mohamed le mois dernier. Je ne sors pas tant que je n'ai pas vu le Haut Commissariat pour les réfugiés. Je demande l'asile. Retranchée dans un hôtel en Thaïlande, la jeune femme de 18 ans fait circuler son appel à l'aide sur Twitter. En quelques jours à peine, son histoire fait le tour du monde. Et les Nations unies nous ont demandé d'offrir le statut d'asile à Mademoiselle Al-Kounoun, ce que nous avions offert. Elle trouve refuge au Canada. En entrevue à CBC, elle raconte avoir été victime de violences aux mains de sa famille. J'ai dû risquer ma vie pour avoir ma liberté. Ma plus grande crainte était de me faire prendre. J'aurais disparu. Si quelqu'un me renvoie là-bas, je vais écoper de 6 mois de prison et 80 coups de fouet. Les Saoudiens sont de plus en plus nombreux à fuir leur pays. Ceux qui ont demandé l'asile au Canada aussi. Leur nombre est en hausse presque constante depuis près de 10 ans, atteignant 362 en 2017. En septembre 2018, plus de 400 demandes étaient toujours devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Selon les données de l'ONU, le Canada arrive au 2e rang des pays d'accueil des réfugiés de l'Arabie saoudite, derrière les États-Unis. C'est à cause de la réputation du Canada. C'est qu'il a une approche humanitaire. Saïd est maintenant réfugié au Québec. La hausse récente des demandes provenant de son pays ne l'étonne pas. Cette augmentation est logique, parce que depuis l'arrivée de MBS, c'est plus difficile qu'avant de vivre dans ce pays. Salwa est aussi présentement au Canada. Elle espère y obtenir le statut de réfugié. Rahaf, elle, a déjà ce statut. Elle entend continuer à se battre pour les femmes, mais à partir du Canada. Je n'aurais pu rien faire en Arabie saoudite. D'autres avant moi ont réclamé des changements. Elles sont aujourd'hui en prison, exposées à la torture. Je ne voulais pas ça. On ne peut pas nier qu'on a un problème. La communauté observe, les ONG publient des rapports, ils refusent de reconnaître publiquement qu'il y a un problème. Depuis que le Canada a demandé à l'Arabie saoudite de libérer de prison des militants des droits de la personne, des tensions diplomatiques demeurent. Certes, nos deux pays discutent, mais nous n'avons toujours pas d'ambassadeur en poste. Quant aux étudiants saoudiens, certains ont été autorisés à terminer leurs études au Canada. Nos demandes de commentaires auprès des affaires étrangères saoudiennes sont restées sans réponse. Le meurtre d'un journaliste, Khashoggi, ça a été absolument inacceptable, puis on exige encore des meilleures réponses de l'Arabie saoudite. Le Canada fait partie des pays qui réclament une enquête approfondie et transparente sur le meurtre de Jamal Khashoggi. Un leader qui est aussi contrôlant que le prince Salman ait perdu contrôle de sa garde rapprochée comme ça me paraît très, très invraisemblable. Ottawa examine aussi les permis d'exportation de véhicules blindés canadiens à l'Arabie saoudite, un contrat d'une valeur de 15 milliards de dollars. Ce qui est arrivé avec le Canada puis à Jamal a tout révélé. MBS voulait se présenter comme le réformateur du système en Arabie saoudite. Mais maintenant, tout le monde sait que la réalité est tout autre. Mohamed Ben Salman n'est pas un réformateur. Ce sont des jours noirs qui l'attendent. Je ne crois pas qu'il va devenir le roi. Tous n'en sont pas convaincus. Il n'ira nulle part. Les Saoudiens ne laisseront personne leur dire comment gérer leur pays. Peu importe le sort que l'avenir réserve à MBS, les critiques vont continuer à se faire entendre. Je n'ai pas peur. Je serai plus prudent, mais je vais continuer ce que je fais. Je ne serais pas surpris que certains dissidents deviennent plus discrets.
Mais pour d'autres, ce sera peut-être le contraire. Comme si, en essayant de faire taire un homme, ils en auront finalement réveillé des douzaines. Je crois que le régime saoudien devrait nous craindre davantage maintenant, car notre heure est venue. Bien sûr que le régime devrait avoir plus peur que nous. On est fort maintenant. Un mot en terminant sur les suites à cet assassinat horrible du journaliste Jamal Khashoggi. L'ONU a nommé une rapporteure spéciale, Agnès Callamard, qui a déclaré ce jeudi que ce meurtre a été planifié et perpétré par l'Arabie saoudite. Et elle doit produire son rapport au Conseil des droits de l'homme en juin prochain.